Morel Mamouna. Bonjour à tous. Bonjour, docteur Lashkar. C'est vraiment, on a profité d'une présentation très, très particulière, en fait, avec les théories, avec un regard très spécial sur l'interdisciplinarité. C'est vraiment, j'en ai profité. Et ça m'aide en fait pour entrer dans le domaine de droit et culture parce que vous avez parlé de techniquement de ce qui est en fait l'interprétation des proverbes même qui peut avoir des conséquences dans la culture et l'interprétation de la culture, je pense. Et droit aussi, il en profite en fait de la culture. Et c'est la culture qui nourrit droit et c'est le droit qui reflète en fait la culture. Et c'est exactement ce que je vais parler. Je vous remercie vraiment. Ça, c'est bonne préparation théorique parce que je rentre pas beaucoup dans la théorie. Directement, je vais à l'essentiel. Et je pense que le temps, c'est un peu limite. C'est pour cela j'essaie de faire un petit lecture français rapide et après, je vais expliquer aussi la même présentation en personne. Euh, bon, parce que heureusement, j'ai préparé deux versions. Une version un peu détaillée de mon discours et une version plus courte. Alors, je vais passer deuxième version qui peut aider en fait de respecter le temps aussi. Bon, mesdames, messieurs, chers collègues, bonjour, bonne année 2025. Je vous adresse mes meilleurs voeux. En fait, pour commencer, permettez-moi de souligner une reconnaissance particulière qui marque cette année. Montpellier a été officiellement désignée ville de droit. Ce titre, bien plus qu'un simple honneur, reflète une histoire, une culture juridique exceptionnelle. Depuis la création de son école de droit au XIIe siècle jusqu'à son rôle actuel, terreau d'innovation juridique, Montpellier incarne une tradition vivante de réflexion sur la justice et la transformation sociale. Et bien sûr, l'Université de Montpellier a joué un rôle très important. Donc, je suis particulièrement honoré de prendre la parole aujourd'hui sur un sujet qui reflète l'esprit même de cette ville. L'interaction entre le droit, les sciences humaines et la société. Car le droit ne se limite pas à des règles abstraites. Il est aussi un miroir des aspirations collectives et un outil pour construire des sociétés plus équitables et durables. Mais quand le droit devient la culture, en fait, il y a une relation vivante entre deux. Le droit reflète toujours, d'une manière ou d'une autre, les tensions et les aspirations d'une société. Il n'est jamais statique, il évolue au gré des transformations sociales et culturelles. Mais il ne se contente pas de suivre en fait ces évolutions. Il les structure et les façonne, tout en puissant sa légitimité dans les valeurs collectives qu'il incarne. Un exemple concret de cette dynamique ici en Europe, au moins en France, c'est la lutte pour l'égalité. Les lois sur la parité et contre les discriminations ont, au fil de temps, modifié non seulement les institutions, mais aussi les mentalités. Ces principes, en fait, ces principes de la parité, initialement imposés par le cadre juridique, sont devenus des normes sociales intégrées dans la culture collective. De même, la lutte pour les violences conjugales, parce qu'on a parlé du rôle de la mère dans une famille, ce qui se passe au niveau de votre analyse, la lutte contre les violences conjugales montre comment le droit peut accompagner un changement culturel profond. Longtemps minimisé, ces violences sont aujourd'hui. En fait, on l'a considéré comme quelque chose qui arrive de sphère privée. Ces violences sont aujourd'hui reconnues comme un problème majeur grâce à des lois progressistes,
des campagnes de sensibilisation et une évolution des perceptions sociales. Alors, ces exemples illustrent que le droit, lorsqu'il est en phase avec les attentes sociétales, peut devenir un moteur de transformation sociale et culturelle. Mais, à l'inverse, quand la culture devient une source de droit, en fait, la culture aussi peut nourrir le droit. Les lois ne surgissent pas dans un vide. Elles sont imprégnées des valeurs, des traditions, des pratiques partagées par une communauté. Je donne l'exemple ici, par exemple, un des penseurs, Pierre Bourdieu, dans son œuvre Les formes de capital, a démontré qu'il y a un des capitals, c'est le capital culturel, qui est constitué de normes, de savoirs, de symboles, qui joue un rôle clé dans la légitimité et l'autorité de droit. Ou par exemple, en philosophie, la sociologie, la littérature structure également la manière dont une société conçoit la justice. Qu'est-ce que c'est la justice? Je donne un exemple en droit islamique, par exemple, le concept de orf, la coutume, montre comment les traditions locales peuvent enrichir et adapter les cadres juridiques aux besoins spécifiques d'une communauté. Donc même les œuvres, par exemple, dans l'histoire, les œuvres de Saadi ou Rumi, je dis en résumé parce qu'il faut profondément enracinées dans la culture persane, résonnent avec le type d'humanité et de justice universelle. Les célèbres vers de Saadi, dans son œuvre Golestan, ils disent « Les êtres humains sont les membres d'un même corps ». En fait, ces messages ont dépassé les frontières pour devenir un principe éthique universel. Ou en France, on voit dans l'histoire les philosophes des Lumières, tels que Montesquieu ou Rousseau, par exemple, qui ont également marqué l'histoire juridique. Leur réflexion sur la séparation des pouvoirs et la volonté générale que Rousseau, en fait, dans son livre du contrat social, il développe ce sujet, a posé les bases des démocraties modernes. Il illustre à quel point la culture peut structurer et inspirer le droit. On peut donner d'autres exemples aussi de la littérature, par exemple Victor Hugo, dans le dernier jour de condamné, contre la peine de mort. Bon, mais cette relation vivante, qu'est-ce qui va produire en fait? L'état de droit, un équilibre subtil et fragile. L'état de droit, fruit de l'interaction entre droit et culture, dépasse la simple structure juridique, il devient une vision collective de la justice, enracinée dans les valeurs, les aspirations partagées par une société. Ce processus repose sur un équilibre subtil entre tradition et modernité, entre enracinement local et principe universel. C'est dans cette transformation que réside la réponse à notre question principale. Le droit devient une culture lorsqu'il est pleinement intégré dans la conscience collective. Ce processus, cependant, n'est pas automatique. Dans certains pays, on voit que le droit n'a pas encore réussi à s'ancrer en fait, dans les pratiques sociales, les mentalités collectives. Il reste souvent perçu comme une imposition extérieure, déconnectée des réalités locales, ce qui engendre des résistances et des dysfonctionnements. Alors, pour remédier à cela, il est essentiel de construire une culture juridique qui relie les normes avec la culture. Et bon, peut-être pour conclure, je passais très vite à tout ce que je voulais dire, mais bon, l'état de droit, pour être durable, doit être en dialogue constant avec les transformations sociales, culturelles et technologiques. Il doit évoluer en harmonie avec les attentes des citoyens, tout en préservant les principes fondamentaux de justice et d'équité. Ce n'est qu'à travers cet équilibre dynamique
que nous pourrons espérer bâtir des sociétés justes, durables et profondément humaines. Ainsi, le droit ne peut rester figé. Il doit devenir une culture vivante, partagée et enracinée dans la conscience collective. C'est dans cette capacité à s'adapter tout en respectant ses fondements que réside la véritable force de droit et ce qui nous permettra ensemble de relever en fait les défis du présent et de construire un avenir meilleur. Bon, c'est l'ensemble en fait de la relation entre le droit et la culture, la place importante de la culture pour nourrir le droit et l'influence du droit dans la société et sur la conscience collective. Bon, merci. Je vais finir ici en français et j'essaie de redire tout ça de manière qu'il faut en fait en persan. به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در خدمت دوستان هستم با یک موضوعی که میتونه بعد از صحبت‌های جناب آقای دکتر لشکر جذاب باشه، با توجه به اینکه ایشون در صحبت‌هاشون به صورت بسیار تکنیکی و تخصصی به مسئله زبانشناسی و حوزه تخصصی خودشون پرداختن که خب برای من هم خیلی جالب بود و اون قسمتی که خیلی میتونست کمک میکنه به من همین بحث نظری بود که در درک سری از مفاهیم و آنالیز ادبیات شفاهی داشتن که در حقیقت اینها به نظرم میرسه که از مسائلی هستش که میتونه پایه‌گذار یک فرهنگ باشه و یا اینکه تفسیر ما رو از یک فرهنگی به ما کمک بکنه. من در ابتدا سال 2025 رو در این موضوع تبریک گفتم و اینکه این یادآوری کردم که امسال شهر مونپلیه به عنوان شهر حقوق شناخته شده به خاطر اینکه سابقه تاریخی داره و سابقه فرهنگی در حقوق داره. تقریبا از قرن 12 دانشکده حقوق مونپلیه تشکیل شده و امروز یکی از موثرترین دانشکده‌های حقوق در فرانسه هستش. سوال اصلی من این بود که چطور میشه که حقوق از اون قالب خشک و قانونی تبدیل بشه به یکی از المان‌های تشکیل دهنده فرهنگ و رابطه این دوتا با همدیگه چگونه هستش. خب میدونید ما یکی از بحث‌های مهمی که داریم تحت عنوان فرهنگ حقوقی خیلی اهمیت داره در بیانش از این جهت که این فرهنگ حقوقی در حقیقت نگاه ما رو به حقوق و نگاه ما رو به قانون شکل میده، چه در بعد قانونگذاری، چه در بعد عرف، چه در بعد رویه‌های قضایی و تفسیر قانون به ما کمک میکنه. این فرهنگ قضایی در حقیقت تفسیر این قوانین رو به ما کمک میکنه، چطور که یک قاضی بر نسبت به قوانین رو انطباق میده با شرایط موجود، چطور یک وکیل چنین میکنه یا یک مسئول دولتی و حکومتی میتونه این کارو بکنه. و از طرفی مطالعه این میتونه نشون بده سیر تکاملی حقوق رو از زمانی که در حقیقت نسبت به یک تفکری قالبی مدل حقوقی خاصی اعمال شده بوده تا اینکه در طول زمان با تحولات فرهنگی و تکامل اجتماعی این موضوعات حقوقی تغییر میکنه. من برای اینکه مدلی رو بحث کنم که خب حقوق چطور تأثیر گذاشته بر یک جامعه مثل جامعه فرانسه یا اروپا و تبدیل به فرهنگ شده، مثالی زدم در رابطه با مبارزاتی که در رابطه با تساوی حقوق بود در اروپا یا در بحث خشونت‌های خانوادگی. خشونت‌های خانوادگی میدونید تا سالهای سال به عنوان یک بخشی از زندگی خصوصی دیده میشد و نسبت به اون حاکمیت و قانون خیلی ورود نمی‌کرد و یک مسئله داخلی بود، مگر اینکه شدت ظهور و بروزش اینقدر بود که میتونست تاثیرات بیرونی خیلی شدیدی بذاره.
اما بعد از اینکه قانونی برای حمایت از زنان در بحث خشونت‌های خانوادگی در اروپا شکل گرفت، امروز جوری شده که این به عنوان یکی از انتظارات جامعه شناخته میشه. یعنی امروز در وهله اول اصل بر این هستش که اگر یک خانومی از همسرش یا اگر مردی از زنش به اصطلاح به نحوی مورد تعرض فیزیکی یا روانی یا اقتصادی قرار میگیره، این باید مورد حمایت قرار بگیره. و حالا انواع خشونت‌های خانوادگی و اینها بحث شده و امروز این به عنوان یک فرهنگ در آمده و نمونه های این بسیار هستش. نمونه هایی که باز مثلا حالا اون طرفش هم بحث این که حالا اگر که حقوق ما گفتیم که در فرهنگ اثر میذاره، نقطه مقابل هم داره یا نه؟ که نقطه مقابلش هم بحث کردم، گفتم بله فرهنگ هم در حقوق اثر میذاره و مثالهای زیاد فرهنگی وجود داره که این مثالهای فرهنگی میتونه نشون بده که چطور دیدگاه‌های اجتماعی، دیدگاه‌های فلسفی، دیدگاه‌های تاریخی، دیدگاه‌های ادبی آمده است و تحول ایجاد کرده و این تحولات متبلور شده در قوانین جدیدی. خب مثال زدم از یکی از جامعه شناسای فرانسوی به نام پیر بوردیو که کتابی داره به نام اشکال مختلف سرمایه، که یکی از اونها سرمایه‌های فرهنگی هستش که مجموعه اون نرم‌های اجتماعی هستش که وجود داره و دانسته‌های عمومی اونچه که در این ناخودآگاه اجتماعی مردم وجود داره و چه نقشی داره این سرمایه فرهنگی در مشروعیت بخشیدن به حکومت قانون. و یا رفتم سراغ افراد مختلفی، در مثالهایی را از ایران زدم که در فرهنگ ایرانی مثلا ما در بحث‌های حقوقی یکی از منابع حقوقمون عرف هستش. ما چه در حقوق خانواده چه در حقوق تجارت ببینیم که عرف که آداب و رسوم خاص یک منطقه یا یک موقعیت خاصی هست چه نقش مهمی داره و یکی از منابع حقوقی ما هست و در تفسیر بعضی از موضوعات ما مراجعه به عرف میکنیم. همچنین در ادبیات ما، ادبیات رومی، ادبیات جلال الدین رومی، مولوی و یا ادبیات مثلا مثال زدم از سعدی، جناب سعدی رحمت الله علیه که در گلستان اون عبارت معروف دارن که بنی آدم اعضای یک پیکرن و این عبارت دیگه در مرز ایران و در فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی و فارسی نیست، این در همه دنیا مرزها رو در نوردیده و به عنوان یکی از رفرنس های اصلی حقوق بشر در جهان بهش فکر میشه. در خود فرانسه هم شخصیت هایی رو مثل مونتسکیو داریم، مثل خدمتتون عرض کنم که ژان ژاک روسو داریم که خب بحثایی رو در بحث قراردادهای اجتماعی و در بحث روح قانون که روح القوانین در حقیقت که مونتسکیو بحث کرده راجع به جدایی در سیستم های قدرت، قوه قضاییه، مجریه و مقننه. و مثال هم زدم همچون از ویکتور هوگو در کتابی که داره در رابطه با آخرین روز یک متهم به یک محکوم به مرگ که چطور دفاع میکنه از چطور در مقابله میکنه در حقیقت با مجازات اعدام و تأثیراتی که در جامعه فرانسه داشته و نتیجه اون همین شده که خب امروز در فرانسه ما مجازات اعدام نداریم. به هر حال هر کدوم از اینها باشه، چه فلسفه، چه منطق، چه خدمتتون عرض کنم که علوم اجتماعی، چه ادبیات، ما میبینیم که اینها ساختار یک فرهنگ رو درست میکنن و این فرهنگ هست که میتونه تاثیرگذار همچنین در قانون باشه. اما جنبندیم روی یه مسئله هست و اون کشور قانونمنده، وضعیت قانونی، دولت قانونی، حکومت قانون هست که شکل نمیگیره، چون حالت ایدئاله. حکومت قانونی یک حالت ایدئاله که بر یک جامعه‌ای که در اون دیالوگ مستقیمی بین فرهنگ و حقوق وجود داره و دائمی و متناسب با تغییرات فرهنگی، حقوق هم متحول میشه و حقوق میتونه تأثیر بذاره در اینکه تغییرات فرهنگی ایجاد بشه.
این تداوم این گفتگو باعث میشه که ما بفهمیم که کی حقوق بخشی از فرهنگ میشه و چگونه میتوان یک حکومت قانونی پایدار رو ایجاد کرد. پایداریش به همین هست که این ارتباط دائمی باشه و روی همین جنبندی کردم. حالا مثالایی هم زدم از تحولات اجتماعی مثل تحولاتی که تو حوزه هوش مصنوعی به وجود اومده، تحولاتی که در حوزه محیط زیست هست و همه اینها نیاز به قوانین خودش داره. من برای اینکه کمترین وقت رو بگیرم تلاش کردم که مختصر صحبتم رو اینجوری عرض کنم. حالا اصل مقاله رو هم خدمتتون میفرستم که اگر خواستید بعداً ترجمه به فارسی بشه و استفاده بشه. در خدمتتون هستم. مرسی beaucoup monsieur le docteur. سپاسگزار آقای دکتر رحمانی تبار. خب برای اینکه من حالا به عنوان شخصیتی که عملا هم اجرا رو بر عهده داشت هم بخش از ترجمه رو و الان باید یک ارائه داشته باشه، تلاش میکنم که بخش سوم رو بسیار خلاصه و با استفاده از صحبت‌های دوستانم انجام بدم. چند دقیقه رو زبان فرانسه در خدمتتون خواهم بود و بعد حالا ترجمهش رو هم خلاصه رو خدمتتون ارائه خواهم کرد و اگر دوستان سوالی هم دارن لطف میکنن در پایین یادداشت میکنن که در انتها در خدمتشون باشیم. Ok, donc merci beaucoup, chers amis. Donc le sujet que je voulais présenter, c'est vers une nouvelle humanité, construire des solutions aux défis contemporains grâce à l'interdisciplinarité. Donc nous sommes devant deux questions essentielles. Donc pourquoi interdisciplinarité et pourquoi nouvelle humanité? La question concernant pourquoi l'interdisciplinarité, monsieur le professeur, il a répondu, mais j'insiste sur une nouvelle humanité. Donc, avec 3 exemples, parce que je suis obligé de parler un peu court, donc juste en fait, je vous donne plusieurs exemples pour arriver à mon bout. Donc, le concept de nouvelle humanité, ces jours-ci, est très fascinant, vous le savez très bien. L'idée est que pour résoudre les défis complexes de notre monde contemporain, il faut adopter une approche qui combine différentes disciplines ou peut-être approches aussi. Par exemple, pour les questions écologiques ou pour lutter contre le changement climatique, c'est nécessaire d'avoir des collaborations entre des scientifiques, des sociologues, des économistes, des ingénieurs, même des ingénieurs ou des d'autres experts qui sont vraiment, que cette collaboration est vraiment nécessaire. Donc, chaque domaine apporte sa propre perspective et expertise permettant de créer des solutions plus complètes et innovantes. Ce qui est important, c'est innovation dans l'interdisciplinarité, c'est-à-dire de trouver les nouveaux moyens pour trouver ou pour résoudre les problèmes. Donc, de cette manière et dans ce cadre, le concept l'interdisciplinarité permet également de dépasser les limites traditionnelles des disciplines académiques, favorisant une compréhension plus stylistique des problèmes et des solutions, en utilisant nos efforts et en exploitant les forces de chaque domaine. Donc, dans ce cadre, nous pouvons trouver un avenir plus durable et normalement, c'est la question de durabilité. Donc,
Ce qui est important, c'est comprendre la nécessité de l'interdisciplinarité. Et monsieur le professeur, il a bien expliqué en fait sur la forme de vie grâce à l'étude des proverbes, c'est-à-dire avec l'analyse des proverbes marocains. euh, donc, on peut, avec les approches différentes et surtout l'approche interdisciplinaire, on peut comprendre une forme de vie. Et ce qui est très important. Donc, nous pouvons expliquer pourquoi l'interdisciplinarité est essentielle dans le monde moderne. Donc, dans ce cadre, ce qui est important, c'est d'utiliser des exemples concrets pour illustrer comment l'interdisciplinarité fonctionne en pratique. Par exemple, nous pourrions parler des efforts internationaux pour combattre le changement climatique ou des climatologues, des économistes, des scénaristes, des réalisateurs, des ingénieurs qui travaillent ensemble. Donc, grâce à tous ces exemples, nous pouvons créer une vision pour l'avenir et surtout vers une nouvelle humanité. Euh, je vous donne en fait un exemple dans le domaine des études interdisciplinaires, c'est-à-dire les humanités numériques et les humanités écologiques, et même récemment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous le savez bien, il y a beaucoup d'approches qui, qui utilisent en fait par des experts aussi. Donc, les humanités numériques sont un domaine interdisciplinaire qui utilise les technologies numériques pour la recherche, l'enseignement et la diffusion des connaissances dans les humanités. En fait, c'est très simple. Il y a plusieurs aspects dans ce domaine, mais en fait, je parle très simple. C'est-à-dire, elle combine des méthodes ou des outils, comme monsieur le professeur il a dit, des méthodes et des outils informatiques avec les disciplines traditionnelles comme l'histoire, la philosophie, la littérature, la sémiotique et même les arts aussi. Donc, de point de vue de définition, nous pouvons dire que les humanités numériques couvrent un large éventail d'activités telles que l'édition électronique, l'analyse de texte, la visualisation des données, les archives numériques et la préservation de patrimoine culturel aussi. Elles permettent de traiter et d'analyser de grandes qualités de données textuelles, visuelles et audiovisuelles de manière plus efficace. Donc, nous avons vu en fait dans le travail et dans la recherche de monsieur le professeur qu'il faut utiliser plusieurs méthodes et plusieurs outils. Donc, l'utilisation de méthodes c'est qualitative ou ça dépend de quelle façon nous voulons utiliser les méthodes. Les chercheurs utilisent des techniques comme le texte, l'analyse de réseau, la cartographie géospatiale normalement, ou parfois la modélisation 3D pour explorer et interpréter les données. Donc, il y a plusieurs logiciels informatiques qu'on peut utiliser dans ce domaine.
Donc, par exemple, dans le domaine de littérature, par exemple, dans l'analyse littéraire, euh, nous pouvons utiliser études de corpus textuel pour identifier des thèmes, des motifs et des réseaux de personnages, et surtout dans le mapping littéraire, ou ce qu'on dit literary mapping, ou cartographie littéraire. Ces données, les données des humanités numériques nous aident à comprendre la vérité, par exemple, de la map d'une ville aussi. Donc, nous avons plusieurs domaines comme histoire numérique, art numérique, archivistique numérique aussi. Donc, mais malgré les nombreux avantages, les humanités numériques, ils ont des défis aussi, c'est-à-dire les formats numériques, la protection des droits d'auteur. Monsieur le docteur, il connaît très bien en fait le droit d'auteur dans les logiciels informatiques sont très importants qu'il faut respecter. Et je ne connais pas le côté judiciaire, docteur Rahmani Tabar. Donc, merci de me corriger s'il y a des fautes, parce que moi, je ne connais pas très bien ce domaine, mais il faut respecter le droit d'auteur, ce qui est normalement, ça dépend de quel pays, ça dépend est-ce que le pays a été le membre de convention de respecter ou de convention de droit d'auteur, de convention mondiale ou pas. Donc, parfois, euh, il n'y a pas de respect de la part des étudiants aux droits des auteurs. Donc, mais ce qui est important, c'est l'avenir des humanités numériques et le futur qui est très important, c'est-à-dire dans le domaine de l'innovation et la collaboration interdisciplinaire. Normalement, les chercheurs utilisent les humanités. Il faut utiliser les humanités numériques. Par exemple, quand j'étais à Montpellier pour participer dans un congrès, il y avait un collègue qui a travaillé avec l'intelligence artificielle, avec les données des humanités numériques. Ils étaient en fait madame la professeure avec sa doctorante, il y avait une thèse sur l'écologie, les concepts écologiques qui était vraiment intéressant, je peux dire. Donc, nous pouvons donner plusieurs exemples, c'est-à-dire entre littérature et histoire aussi, ou peut-être littérature et philosophie, littérature et psychologie, c'est-à-dire des relations interdisciplinaires entre ces domaines d'études. Par exemple, je vous donne un exemple sur l'étude de jeu ou ludocritique qui est très à la mode après géocritique dans le domaine des études littéraires ces jours-ci, surtout en France aussi. C'est-à-dire, c'est d'examiner la relation entre littérature et sociologie, littérature et psychologie, même littérature avec banking, littérature et économie, dans un texte littéraire et dans l'espace créé par un texte littéraire aussi. Donc, j'essaie de passer très rapidement cette partie parce que ce qui est important, c'est la relation, l'interdisciplinarité grâce à l'intelligence artificielle. Euh, L'intégration de l'intelligence artificielle dans les nouvelles humanités favorise la collaboration interdisciplinaire,
les linguistes, les sociologues, les littéraires et les scientifiques de données peuvent travailler ensemble pour explorer des questions complexes interdisciplinaires. Donc, par exemple, sur les réflexions, sur, par exemple, si je vous donne un exemple, dans le domaine de l'humanité numérique, par exemple, nous pouvons dire que, excusez-moi, humanité écologique, la présence de l'intelligence artificielle nous aide de soulever également des questions éthiques et sociales importantes. Et les chercheurs essayent d'examiner les implications de l'intelligence artificielle en termes de biais algorithmiques, de confidentialité des données, de l'impact sur l'emploi, dans le domaine culturel aussi, c'est-à-dire les humanités fournissent un cadre pour aborder ces questions critiques et promouvoir une essentielle responsable et éthique de l'intelligence artificielle. Euh, il y a d'autres aspects aussi. Par exemple, nous avons géocritique et écocritique qui utilisent l'intelligence artificielle récemment pour analyser des données. Euh, il y a par exemple, écologie numérique aussi, par exemple, nous utilisons philosophie environnementale, art écologique, street art, donc anthropologie environnementale, géographie humaine. Il y a plusieurs aspects aussi. Donc, il faut parler. euh, Chacun est un sujet différent de travail aussi. Donc, je résume en persan, si vous me permettez. خب اگر اجازه بدهید من آنچه رو هم که به زبان فرانسه سعی کردم در سرعت بگم که زمان رو رعایت بکنم، به فارسی هم خدمتتون عرض میکنم و مپس به عنوانش به سوی یک مطالعات انسانی جدید هست و ساختن راه حل ها برای یافتن چالش های معاصر از طریق مطالعات میان رشته‌ای بودش و اینکه نیاز به بین رشته‌ای بودن رو توی این کار ما تلاش کردیم که اهمیتش رو توضیح بدم من توی این کار و به مثال‌های آقای پروفسور لشکر مراجعه می‌کردم که توی توضیحات ابتداییشون گفتن چرا توی دنیای مدرن ما ضروری است که به تعریف خودمون از بینارشته‌ای بپردازیم و به چالش‌های معاصری که در پیش رومون هست، مثل نابرابری‌های اجتماعی، مطالبی که حالا دوستانمون هم به کمک حقوق و رشته حقوق و نگاه میان رشته‌ای به رشته حقوق و همچنین نگاه زبانشناسانه داشتن در مورد نابرابری‌های اجتماعی صحبت شد. حتی نگاهی که به تغییرات اقلیمی میتونیم داشته باشیم از طریق مطالعات بین رشته‌ای و همچنین پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری داره پیش میاد، همه اینها و تأکید بر این مشکلات پیچیده‌ای که وجود داره، همه اینها به تنهایی توسط یک رشته قابل حل نیستن. بنابراین اینها اساس استدلالی هستند که نیاز ما رو به مطالعه بینارشته‌ای و یک رویکرد جامع و موثرتر نشان میدن. بدین منظور ما بایستی با مثال‌های عملی مواجه بشیم و دو موردی هم که دوستان ارائه کردن مثال‌های عملی در این حوزه بودن که چگونه بینارشته‌ای بودن در عمل داره کمک میکنه که افراد مختلف از حوزه‌های مختلف درش دخیل بشن. مثلا ما یک جایی مجبور هستیم که یک همنشینی و تعاملی میان اقتصاددانان، مهندسان، سیاستمداران داشته باشیم
مثلا در بحث‌های مرتبط با حوزه توسعه شهری بحث بکنیم و مثلا دخالت معماران، برنامه‌ریزان شهری، جامعه شناسان رو بتونیم توجیه بکنیم برای ایجاد شهرهای پایدار. بنابراین یک چشم‌اندازی به یک علوم انسانی جدید نیاز هست و بر اساس اون ما باید چند تا مثال رو بررسی بکنیم که من در مواردی که بیان کردم بیشتر راجع به علوم انسانی دیجیتال صحبت کردم و اینکه علوم انسانی دیجیتال چه خدمت‌هایی رو میتونن بکنن و احیانا چه خیانت‌هایی رو هم میتونن داشته باشن. بنابراین علوم انسانی دیجیتال در جایگاه خودشون این امکان رو برای رشته‌های مختلف برای بررسی حوزه‌های مختلف فراهم میکنن. مثلا در حوزه ادبیات به یک نوع در تحلیل‌های ادبی تلاش میکنن تا پیکره متن‌های ما رو برای شناسایی موضوعات و حالا اون چیزهایی که موتیف به قول معروف، حالا نمیدونم ترجمهش رو دقیقاً چه میشه گفت، اگر دوستان حضور ذهن دارن حتما بگن، موتیف ها و همچنین شبکه های کنشگران انسانی مختلف رو اونجا بیان بکنه. یا در مورد تاریخ دیجیتال میتونیم صحبت کنیم، هنر دیجیتال میتونیم صحبت بکنیم، راجع به شیوه های آرشیو سازی دیجیتال میتونیم صحبت بکنیم، چالش هایی که در مقابل اینها هستن رو میتونیم اینجا بیان بکنیم و خب روش شناسی های مختلفی که نیازمند هست در هر رشته از همنشینی و تعامل بین رشته های مختلف بتونیم اونها رو احصا بکنیم و به دست بیاریم. من مثال هایی زدم، مثلا در حوزه ادبیات و فلسفه، ادبیات و روانشناسی، ادبیات و جامعه شناسی ما میتونیم نگاه میان رشته‌ای رو داشته باشیم به واسطه نرم افزارهایی هم که در اون استفاده میکنیم، بتونیم این فاصله رو در همنشینی میان این رشته ها کمتر بکنیم و در انتها در مورد کاربردهایی که هوش مصنوعی در مطالعات میان رشته‌ای این روزها داره صحبت کردیم و گفتیم که چطور ما میتونیم مشابه سازهای حوزه‌های مختلف رو، حوزه‌های مطالعاتی مختلف رو ایجاد بکنیم و این امکان همکاری رو بتونیم فراهم بکنیم. به عنوان مثال در حوزه اکولوژی، حالا در حوزه محیط زیست میتونیم چه استفاده هایی رو داشته باشیم از هوش مصنوعی و این خودش منجر شده که چه رویکردهای نقادانه مختلفی رو چه از منظر ادبی چه از منظر مطالعات فضا ایجاد بشه. رویکردهایی مثل ژئوکریتیک، مثل اکوکریتیک میتونیم اونها رو بررسی کنیم. حتی هنرهایی که به واسطه تأثیرشون از محیط‌های پیرامونی و مسائل مرتبط با انسانشناسی شکل میگیرن. خب من صحبتم رو اینجا تمام میکنم و اگر اجازه بدید وارد پرسش و پاسخ میشیم. 3 سوال رو در خدمت دوستان هستیم. Donc, permettez-moi, il y a 2 questions. Premièrement, c'est sur l'analyse de discours, monsieur le professeur. Oui. Quels sont les outils interdisciplinaires qu'on peut utiliser dans l'analyse de discours? C'est une question posée par monsieur ou madame Moussavi. Mais de quel côté, quand on parle d'analyse du discours, parce qu'il y a plusieurs façons d'analyser un discours, mais quel type de discours d'abord? Avec ça, peut-être, voilà, donc moi, dans la mesure où quand j'ai parlé du proverbe, c'est aussi un discours. C'est pas juste un énoncé, mais c'est un discours. Et qui fait que quand j'adopte un discours proverbial, qui est aussi une forme proverbiale, une formule proverbiale, il faut savoir de quel côté on l'étudie, mais dans tous les cas,
il y a des paramètres de chercher son sens. Donc, on cherche d'abord le sens. Mais ce sens, il varie entre le discours qui est normalement libre et la phrase qui est normalement codée. Elle est limitée dans la mesure de respecter une grammaire, etc. Et donc, quand je parle d'analyse du discours, ben, il y a les principes que tout le monde connaît, avec lesquels d'ailleurs tout chercheur fonctionne. Mais dans le cadre actuel et surtout dans ce cadre, puisqu'on parle d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité, surtout l'interdisciplinarité, donc aujourd'hui, il y a d'ailleurs pas insisté beaucoup sur les humanités numériques, qui d'ailleurs reste un terme très vague si on parle d'utilisation, mais dans tous les cas, il renvoie à quelque chose de numérisé ou digitalisé, ou qui passe par le digital ou passe par le numérique. Et donc, tu as insisté tout à l'heure, donc moi, on parle de discours, mais on peut parler aussi des textes, dans la mesure où presque ils suivent les mêmes règles, mais par contre, voilà. Donc, sauf que le texte, il est écrit, il est là, on le voit, on sait très bien là où ça fonctionne et là où ça ne fonctionne pas, où il y a des erreurs, etc., etc. Et donc là, on n'est pas dans un cadre d'enseignement de langue étrangère. Donc moi, si on parle, peut-être ce que j'ai compris de la question, c'est que donc c'est plutôt le traitement outillé, quoi. D'accord, ce qu'on appelle la logométrie. Et donc, il y a la logométrie ou la textométrie qui fait qu'on a soit des logiciels, soit on a des plateformes, soit on a des bases de données qui sont là pour à la fois nous fournir des données, d'accord, et en même temps, ils nous fournissent même le moyen de les analyser, d'abord de les sélectionner, plus classer, plus, et après donc analyser, et ça permet d'avoir un sens. Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, donc c'est vrai que tu as insisté sur le travail qui a été fait ici à Montpellier sur le côté écologique, et dans un cadre d'ailleurs des sciences du langage. J'ai une collègue qui est aussi membre du labo et par hasard était vice-présidente au début, responsable de l'écologie numérique. Donc, moi, je me rappelle que durant les années, je pense, 2012, 2013, 2014, il n'y a pas que le proverbe qui fait aujourd'hui le traitement, d'accord, de ce traitement outillé, mais il y a aussi beaucoup de projets en France qui tournent autour de la littérature, c'est-à-dire le rapport entre hypermédia, média, dans la mesure, de toute façon, on parle de patrimoine, c'est d'ailleurs, quand vous allez sur mon CV, vous trouvez que je parle du patrimoine augmenté en général, et donc qu'il soit donc je disais donc il y a pas mal de projets qui essayent de faire le lien entre l'informatique et la littérature, par exemple. Et comme je disais, donc, par exemple, il y avait un projet auquel j'étais associé à Lyon qui parlait de City Move, c'est avec la cité en mouvement, qui a essayé d'aller à travers les textes littéraires, trouver des empreintes, d'accord, qui permettent de dire que dans cette rue, par exemple, la date, telle date, puisqu'il y a un écrit, donc il y a un texte qui dit que durant cette date, durant ce jour, par exemple, on va dire, donc au XVIIIe siècle, des caravanes sont passées par ici, des chevaux sont passés par ici, etc. C'est-à-dire que, et avec ça, donc, puisqu'on parle de mouvement, donc c'est la cité au mouvement, ou la ville au mouvement, ou le quartier au mouvement, ce que vous voulez. Et à partir de là, on peut sonoriser cela, et ça donne, c'est que vous arrivez dans cet endroit, il suffit, donc nous, en tant que chercheurs, donc puisque nous parlons d'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du résultat, un livrable, autrement dit, et donc ce livrable, ça sera quelque chose de concret, de sensible, que le citoyen, lyonnais ou non, d'accord, ou les individus ou les groupes, quand ils se déplacent dans un quartier ou dans une rue, ils trouvent quelque chose, donc voilà, on va dire un objet sonore, qui leur dit, il suffit d'appuyer pour qu'ils leur disent en fait, donc ils trouvent par exemple voilà, le son des galops, c'est-à-dire la marche des chevaux, etc. Et avec ça, peut-être s'il y a eu des caravanes et même des disputes, etc. etc. Et donc, une façon de redonner de la vie, d'accord, à quelque chose
qui existe dans les textes, mais peut-être, ça y est, elle est morte, mais par contre, nous, on lui donne de la vie. Et c'est la raison pour laquelle on l'a appelé mouvement, d'accord, City Move. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire avec les proverbes. C'est que si on parle d'analyse, donc on a analysé les proverbes, qu'on appelle d'ailleurs le discours critique, si vous voulez ajouter la chose pour la collègue ou le collègue qui a posé la question, qu'on appelle l'analyse des discours critiques, et tout simplement parce que ce type de discours, il est à la base, son contenu, il est critique. Et donc, c'était une façon d'intégrer les étudiants dans ce type d'atelier, d'accord, qui était lié à un projet, ce que je disais, donc le projet GAPAI, donc, et qui était lui aussi lié à une base de données qu'il fallait alimenter. Donc, il fallait chercher les proverbes, non pas juste, non seulement donc de l'arabe, mais aussi de l'arabe dialectal. Donc, on a un proverbe, on va dire, voilà, un proverbe X qui se trouve au Maroc, mais il se trouve aussi utilisé en Algérie, en Tunisie, en Liban, en Irak, d'accord, et même, d'accord, à côté du moment que c'est un espace arabe. Et donc, là, c'est vrai qu'on n'est pas allé jusqu'à ce point parce que, en fait, entre-temps, j'ai quitté pour revenir, aller sur Montpellier. Et donc, ça s'est arrêté. Mais dans tous les cas, ce sont des projets qui permettent, d'accord, de réunir les données, mais en même temps de les analyser. Et comme je disais, il y a plusieurs façons d'analyser. Et c'est pour ça que moi, j'imagine que ce dont la question était liée à l'analyse outillée, d'accord, ce que j'appelle la logométrie. D'accord. D'ailleurs, j'ai dirigé pas mal de thèses qui vont dans ce sens-là ici sur Montpellier et qui font que on peut aujourd'hui, grâce à l'outil informatique ou au traitement outillé comme des discours, d'accord, d'arriver à des résultats toujours dans ce cadre, soit de l'interdisciplinarité, soit dans le cadre de la transdisciplinarité. Très bien. J'essaye de traduire, en fait, comme les mots sont techniques, je dis en fait dans 2 minutes, j'essaye de traduire. Je reste fidèle, j'espère. من از انتهای صحبت دکتر آغاز میکنم که اولا که خب خیلی کلمات به لحاظ ساختار یک زبانشناس هستن که داره توضیح میده و لایه به لایه داره استدلال رو پیش میبره. اول از همه این که منظورشون از تحلیل گفتمان رو گفتم، باید بدونم که چه چیزی است. وقتی کسی از تحلیل گفتمان صحبت میکنه منظورش چه چیزی است. اما منظور من تحلیل گفتمان انتقادی است، چیزی که در ایران حالا به قول معروف در مطالعات فرهنگی بسیار شناخته شده هست و کاری که انجام دادند رو توضیح دادند. همون صحبت ها رو که در مورد اینکه در تحلیل گفتمان انتقادی ما تلاش کردیم به واسطه این ضرب المثل ها و کار کردن بر روی اون و پرورش دادن حوزه های مختلف بررسی مثلا ضرب المثل ها وارد حوزه های دیگری هم بشیم. یعنی مثلا وقتی داریم در زبان عربی صحبت میکنیم وارد عرب دیالکت هم بشیم، زبان عربی دیالکت ها. آیا دکتر همایطبایی میشه عرب لهجه‌ای، زبان عربی لهجه‌ای؟ بله یعنی عربی که محلی است. بله. وارد گویش های مختلف هم بشیم، مثلا بریم ببینیم در عراق چطور هست، در کشورهای مختلفی که ذکر کردن، در مراکش، الجزایر، و به یک پروژه بسیار مهم از منظر تحلیل گفتمان اشاره کردن و گفتن که ما یه پروژه‌ای به اسم سیت آن موومان داشتیم، یعنی شهر در حال حرکت، اگر بخوام ترجمه درست بکنم، جریان. شهر در حال جریان. بله. توی اون بررسی میشد به واسطه خوانش گفتمان‌های موجود در یک متن و با نگاه حالا نقشه برداری ادبی میشد گفت که در این تاریخ چه اتفاقی در این منطقه افتاده
مثلا از پا رد شدند و بر اساس این میشه صداگذاری کرد و به یک موجود نازنده مجدد حیات بخشید به واسطه این نگاه میان رشته‌ای و شهروندانی که در سالهای قبل زیستند رو مجدد یک جورهایی بازسازی کرد حیاتشون رو. یعنی به کمک نرم افزارها یا همون انفورماتیکی که هستش در ادبیات ما نوعی تحلیل گفتمان رو میتونیم وارد بکنیم که نه تنها گفتمان یا دیسکور یا دیسکورس براش مهم هستش، که بر اساس متن میاد تحلیل خودش رو روایت میکنه. این فحوای صحبت آقای دکتر بود که من تلاش کردم پیاده بکنم و خب میدونید که زبانشناس ها با پیچیدگی های خاص خودشون هم صحبت میکنن. اگر سوال دیگری هست ما در خدمت دوستان هستیم، اگر خیر من یک سوالی از آقای دکتر رحمانی تبار داشته باشم و ادامه بدیم. Ok. Juste une question de Dr. Rahmani Tabar. Vous avez parlé sur la relation entre le droit, mais ce qui est important, de point de vue interdisciplinaire, la géographie, la relation entre le droit et la géographie, est-ce qu'on peut appliquer? Il va de soi qu'on ne peut pas appliquer une loi, par exemple, qui est en France, dans d'autres pays. Mais comment on peut utiliser une vision interdisciplinaire pour transférer, c'est-à-dire nous avons une transition des lois d'un pays à l'autre pays. Est-ce qu'on peut dire en fait il y a la transition de loi d'un pays ou de l'autre pays ou pas? C'est la première question. Oui. Et dans le voyage des lois, par exemple d'un pays comme France à l'autre pays, quels sont les changements, quels sont les changements dans cette période? Oui, dans ce mouvement de mobilité, en fait, de droit de pays A à pays B. Bon, c'est Exactement. une bonne question, en fait. فارسی هم بفرمایید. بله. آره. من پرسیدم که خب ما در مورد رابطه میان حقوق و فرهنگ صحبت کردیم. حالا مشخصاً حقوق و جغرافیا مباحثی که به وجود میاد در مورد اینکه یک قانون از یک جایی سفر میکنه به یک جای دیگه، این نگاه بینارشته‌ای رو ما چطور میتونیم روش پیاده بکنیم؟ Déjà, il me semble que quand on parle de droit, il faut diviser en deux, en fait. Une partie, c'est des principes universels de droit. Et il y a une partie aussi qui est vraiment le reflet de la tradition et des sociétés que le droit il exerce là-bas. Quand on parle de partie universelle, ça on peut avec la culture, en fait, c'est pas géolocalisé. La culture, pour les experts, en fait, la culture, c'est la conscience collective d'une société. Et d'une société à une autre, ça peut changer. Mais les principes universels, ça reste. Quand en fait, dans l'école du droit islamique, on parle de fitra. Fitra, c'est ce humain. C'est dans le droit islamique, on parle de fitra et on pense que le droit islamique, c'est basé sur ces fitra. Mais dans le droit positif, c'est la nature humaine et le principe universel, c'est basé sur la nature humaine. Bon, la nature humaine, et ça peut, par rapport peut changer. Mais le droit est universel dans certains principes qui est complètement basé sur l'essence humaine. Mais malgré ça, il y a certains
partout dans le monde que le droit est facile. Pourquoi? Avoir connaissance de cette en fait, ce qui est inné dans l'être humain, c'est cette essence, ce principe, des fois, il faut une évolution préalable pour arriver à ce niveau-là. Ça, ce qui est sur le principe d'universalité du droit. Parce qu'on sait bien que maintenant, quand on parle, par exemple, droit de l'homme et ses principes sont universels. Mais quand on dit universel, dans quel sens? C'est-à-dire que est-ce que tout le monde dans le monde entier respecte ce droit ou non? C'est-à-dire que partout il y a des êtres humains, normalement il fallait qu'ils pensent comme ça. Mais deuxième partie, c'est droit qui est vraiment lié à la culture, à la tradition. Et je pense que c'est comme dans la sociologie, on parle que les sociétés, ils partagent entre les sociétés, différentes sociétés, on partage, on fait aller-retour, en fait, comme des commerces. On peut emprunter même le langage d'une autre société, on peut emprunter les proverbes, on peut utiliser ça. En droit aussi, c'est normal que des pays en développement, normalement, ils vont voir en fait la manière que pour gérer la société, pour gouverner une société, pour les autorités de droit dans une société, exemple, ils essayent de faire pas copier-coller, mais de manière qu'ils vont s'adapter, qu'ils vont adopter en fait le droit externe à l'intérieur du pays à travers le système législatif et bien sûr chaque pays sa manière de légiférer une loi. Bon, je dis en persan aussi. Oui, Ok. oui, s'il vous plaît, oui. Professeur Al-Ashra, vous avez quelque chose? Vous avez des remarques? Des commentaires, Oui. oui, ça va. Non, pas commentaire, mais peut-être juste compléter ce que tu dis. En fait, pour moi, il faut tout le temps penser à cette notion d'interculturalité. Du moment que, et surtout quand il s'agit de sociétés qui ont bougé, ce qu'on appelle les sociétés toujours au mouvement, donc qui ont connu les faits migratoires dans un sens ou dans les deux sens, et surtout s'il y a eu un lien avec la colonisation, quoi. Et qui fait que quand j'ai suivi la colonisation, ça veut dire que j'ai suivi déjà la langue. Et cette langue, elle est restée. Elle a été développée. C'est pour ça qu'il faut revenir. La géographie, il est là, dont vous parliez tout à l'heure, et qui fait qu'il faut revenir, il faut faire le lien avec l'histoire aussi. Et cette géographie a fait que, d'un point de vue géographique, donc sociolinguistique, le mot, c'est peut-être là aussi, peut-être la réponse à la question de tout à l'heure, c'est que la sociolinguistique, c'est que le mot en société, en contexte, d'accord, me permet d'avoir plusieurs sens que celui du dictionnaire. Tout simplement parce que le dictionnaire, il est limité, mais le contexte ou la société, elle est ouverte et donc ça peut donner créer plus de sens ou donner plus de sens à un mot dans la mesure où on parle de variables. Et très facile, c'est-à-dire que toujours dans ce cadre de l'interculturalité qui me mènerait de toute façon au contenu ou plutôt à la thématique développée en parlant d'interdisciplinarité, toujours dans le cadre du droit. Vous avez quelqu'un, d'ailleurs, je pense que tu as vu ce qui s'est passé hier, la semaine dernière, ce monsieur qui a envoyé une vidéo sur Internet, donc un Algérien. Et donc, le droit, donc on a vu ce qu'on a vu, le contenu, il est là, on l'a donné à des traducteurs, donc c'est le droit qui se sert de la traduction, sauf que dans le cas de la traduction, il y a autre chose. C'est la terminologie utilisée. Et la terminologie utilisée n'existe pas dans le dictionnaire. Donc, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle, quoi. C'est que quelqu'un, d'ailleurs, on a des Algériens parmi nous, quelqu'un qui dit Ate Gtila. Donc, Ate Gtila n'existe pas dans le dictionnaire en tant que forme. C'est ça ce qui me mène puisque je parlais tout à l'heure d'ailleurs de formules stéréotypées expressives, quoi. Donc, Ate Gtila n'a rien à voir avec le qatl.
Donc, là, c'est plutôt, comme disent les Algériens, l'équivalent qui fait que voilà, il faut le corriger, quoi. Une bonne correction. Mais par contre, ce qu'on a vu sur Internet et sur les plateaux de télévision, surtout BFM TV, c'était plutôt tuez-le. Et donc, le rôle d'abord du traducteur, il est là, c'est bien, sauf que le traducteur a traduit d'ailleurs autre chose. Il fallait appeler à l'expert qui est le linguistique, le linguiste, qui est arrivé à donner ce que je suis en train de dire. Et donc, si le tribunal, en parlant du droit, si le droit ne s'était pas servi à la fois du traducteur, qui a lui aussi un certain niveau, et le linguiste qui a un autre niveau, on parle d'expertise linguistique, d'accord, on ne serait pas arrivé à donner autre chose. Et d'ailleurs, changer même le jugement. Parce que tuez-le, ça donne un sens et ça mène à un jugement. D'ailleurs, vous êtes quelqu'un de droit. Et corrigez-le, d'accord, qui est un peu soft, c'est de la violence, c'est sûr, mais un peu soft, et qui fait que ça a changé à la fois le regard sur la langue, mais en même temps, ça a changé aussi la décision si on parle du jugement. Vous voyez, donc, c'est ça ce dont je voulais parler. Donc, il y avait un voyage au début dans un seul sens, c'est-à-dire le Français qui s'est déplacé en Algérie, sauf que l'Algérien, avec le temps, il s'est déplacé au nord et nous a ramené lui aussi sa propre langue. Ce n'est pas l'arabe, mais l'arabe dialectal. Et l'arabe dialectal par rapport à une zone. Ce n'est pas par rapport à toute l'Algérie. C'est-à-dire, là, ça se dit, je pense, hein, il y a des collègues algériens parmi nous, c'est plutôt de l'Est algérien. Et donc, la géographie, elle est là pour décider aussi du sens qu'on donne, d'accord, à un mot, d'accord, aussi bien en droit que dans la langue ou dans le discours. Voilà. Bon, très bien, merci. Merci, c'est vraiment pour ce point, parce que ça, c'est très important. Vraiment qu'au niveau de langage, chaque pays, en fait, a sa propre langage et un contexte différent. Par exemple, quand on parle de mot liberté, qui est en fait de droit, mais quand même, le concept de la liberté, c'est pas pareil dans le monde qu'on va dans l'école. Dans l'école. Est-ce que je dois traduire ce que j'avais dit en persan ou dans 30 secondes? Oui, s'il vous plaît, parce que oui, d'accord. Nous avons un temps limite. بله، عرضم این بود که در رابطه با اینکه آیا در بین جغرافی‌های مختلف یک قانون جابجا میشه. گفتم دو بخش می‌بینیم قانون. یک بخشی قانون هستش که به اعتبار تفکر اسلامی بر مبنای فطرت هست یا به اعتبار تفکر پوزیتیستی بر مبنای طبیعت انسانی هست، ولی اون قوانین جهانی هست. یک از قوانین متأثر از فرهنگ و سنت‌های هر جامعه‌ای هستش که اونها در جامعه اما قابلیت اینو داره که منجر کنه به جاهای دیگه و از جاهای دیگه استفاده بکنه. کما با زبان همچین انتقال رو داریم و تکمیل کردن عرض بنده که زبان از اینکه استعماری حالا بگیم یا تصاویر دیگری بوده یا رفت و برگشت های دیگری داشته، مهاجرت کرده، گاهی اون کنتکست اولیش تغییر کرده و یک مترجم نمیتواند بر مبنای محدودیت هایی که در داخل دیکشنری هست اون عبارات ترجمه کنه. که نمونه زدن که مثلا نمونه گفتن که هفته پیش کسی در الجزایر یه عبارت رو به کار برده به عربی که این یک زبان در حقیقت شرق الجزایر هست و اونجا مثلا عبارتی که به کار میبرند وقتی که میگن مثل فارسی خودمون دیگه، میگه که چرا این کار کرد، من میکشمش، نه اینکه واقعا نیت کردم قصد مجرمانه قتل برای اینکه به عنف برم جان دیگری رو خلاصه بگیرم. یه اصطلاحیه که به کار برده میشه، یعنی میرم ادبش میکنم. خب یه همچین اتفاقی هم در اونجا افتاده و بعد این در رسانه ها اومد و پیچید و که بله این دستور به قتل داده، در حالی که دستور به قتل نبوده و این به خاطر اینکه کنتکست اون با دو تا دنیا متفاوت هستش. به همین ترتیب میتونه در حقوق هم اثرگذار باشه از نظر زبانشناس.
Merci beaucoup, monsieur le professeur, cher monsieur Rahmani. C'était une bonne occasion. C'était en distanciel, mais j'espère que la prochaine fois en présentiel, Oui, on avec ira. plaisir. Donc, c'était le sujet très intéressant, tous les deux, moi j'espère aussi. Donc, bon courage, j'espère à la prochaine fois. از همه Inch'Allah. هستیم بسیار متشکرم که حضور داشتید و خسته نباشید عرض میکنیم تا محبت دیدار کرد صحبت شنید. خدا در نگهدار. خدمت.